L'électricité statique se manifeste d'une manière spectaculaire dans la nature lorsque, emmagasinée dans les nuages, elle se décharge en allant vers la Terre. Nous la côtoyons tous les jours lors de nos activités courantes. Elle se forme lors de processus de contact, de frottement ou de séparation de corps isolants en particulier. Une personne marchant avec des souliers isolants sur un sol non conducteur va se charger électriquement. La tension ainsi créée peut atteindre plusieurs milliers de volts. Par contre, la personne marchant sur un sol conducteur avec des souliers conducteurs ne va pas se charger car les charges formées sont conduites vers la Terre. De même, le frottement des textiles va engendrer un phénomène de charge électrique de la personne qui peut se décharger d'une manière désagréable. Au contact d'un élément métallique mis à la Terre, une étincelle peut se former et même enflammer une atmosphère de poussière explosible. Selon la nature des substances soumises au frottement, des charges de polarité différentes se forment. Les matériaux de polarité contraire s'attirent alors qu'ils se repoussent s'ils sont de même polarité. Ces propriétés sont utilisées dans la pratique pour les photocopieuses en xérographie, les filtres électrostatiques de dépoussiérage, la peinture par pulvérisation électrostatique. Lors de la séparation de deux surfaces, dont l'une au moins est isolante, une charge se forme. La charge augmente avec l'intensité du contact, la vitesse de frottement par exemple, et avec la vitesse de séparation. Avec cette feuille d'aluminium, les deux matériaux étant conducteurs, il n'y a pas de formation de charge électrostatique. Le transport, le transvasement de granulés ou de poudre génère par l'effet de séparation des charges qui s'accumulent à la surface du récipient métallique isolé de la Terre. Si le fût métallique est mis à la Terre, les charges s'écoulent continuellement vers la Terre. Il n'y a donc pas d'accumulation de charges. Le récipient métallique chargé est immédiatement déchargé lorsqu'il est mis à la Terre. Un récipient en plastique isolant est chargé en surface par le frottement avec un chiffon synthétique. On mesure avec un statomètre la charge qui est régulièrement répartie sur toute la surface frottée. L'aiguille se déplace à gauche, le zéro étant au centre. Si l'on recommence l'expérience et que l'on met le fût à la terre, la mesure de la charge avec le statomètre indique que la charge est toujours présente en bas, au milieu, en haut, et que la charge est réduite seulement très près de la pince de mise à la terre. On ne peut donc pas décharger une matière isolante par la mise à la terre. Lors du transvasement de poudre, l'effet de séparation génère des charges électrostatiques de signes différents sur la poudre et la pelle. Le récipient se charge du même signe que la poudre. Cela est visible sur les deux voltmètres qui sont reliés à la pelle et au récipient. Un gaz pur ne se charge pas lors de son écoulement. Par contre, des particules solides ou des gouttelettes en suspension dans un gaz, même en faible quantité, peuvent provoquer de fortes charges. La charge lors d'un transport pneumatique est beaucoup plus forte que lors d'un transvasement. Les liquides se chargent également lors de leur déplacement. Un liquide circule du récipient droit vers le récipient gauche. La charge formée ici est faible, presque invisible au voltmètre, car le volume est petit. Elle serait plus importante avec de grands volumes de liquide. Par contre, des mélanges, liquide-poudre ou liquide-liquide non miscibles, comme des suspensions ou émulsions par exemple, vont se charger beaucoup plus fortement qu'un liquide pur. L'ajout en très faible quantité d'un additif antistatique, de l'ordre de quelques ppm, va considérablement réduire la charge des liquides et des suspensions. Un liquide conducteur, tel que l'eau par exemple, peut aussi se charger s'il est transporté ou manipulé dans des installations isolantes ou conductrices mais avec un revêtement isolant. Lors de la pulvérisation d'un liquide conducteur ou isolant, les gouttelettes du brouillard et la buse peuvent fortement se charger. Une personne chargée électriquement peut enflammer un gaz, des vapeurs ou des poussières combustibles. Dans ce cas, la personne enflamme de l'éthylène. De même, des gaz et vapeurs inflammables peuvent être enflammés par des surfaces isolantes chargées, comme ce tuyau en plastique chargé par frottement.
Avant de chercher à supprimer les sources d'ignition, il faut empêcher ou restreindre la formation d'une atmosphère explosible en remplaçant les produits, en limitant les concentrations par ventilation, en travaillant en système fermé et en inertisant. Si, malgré les mesures prises, une atmosphère explosible ne peut pas être exclue, il faut désigner la zone selon ATEX et se référer au document SUVA 2153. Dans les zones où peut subsister un risque d'apparition d'une atmosphère explosible, il faut utiliser du matériel antidéflagrant et éviter toute autre source d'ignition. Mais le sujet qui nous concerne ici est d'éviter la formation de charges électrostatiques. Les personnes peuvent se charger en marchant, en quittant un siège, en s'habillant ou se déshabillant. Ils doivent donc s'équiper de souliers conducteurs et se déplacer sur un sol conducteur. La mise à la terre des installations et équipements doit être régulièrement contrôlée selon un programme de maintenance préventive. Ici, on voit le contrôle régulier des chaussures. Lors de transferts, transports, transvasements, remplissage ou vidange de réservoirs ou récipients, le liquide ou les installations peuvent se charger dangereusement. Tous les éléments constituant ces installations doivent être en matériaux conducteurs et mis à la terre. Le transfert de liquides inflammables dans des grands récipients nécessite, selon la conductivité du liquide, la limitation de la vitesse d'écoulement. Avec des suspensions et des émulsions, un inertage peut s'avérer nécessaire. Pour une mise à la terre efficace d'éléments mobiles, les dérouleurs à câbles de ce type ont fait leurs preuves. Un plan de maintenance préventive doit aussi comprendre le contrôle de ces câbles et pinces de contact. Lors du pompage et du transfert de liquide, ceux-ci peuvent se charger. Tous les éléments conducteurs, fûts, tuyaux et pompes doivent donc être reliés ensemble et mis à la terre. Pour des petits transferts de fût à fût, il faut aussi assurer une bonne mise à la terre des récipients. Dans certains cas particuliers, la mise à la terre de la personne est aussi possible avec un bracelet mis à la terre. Veillez aussi à mettre l'entonnoir à la terre. Pour des liquides inflammables, n'utilisez que des tuyaux conducteurs mis à la terre par les brides métalliques. Les brides métalliques sur les conduites en verre peuvent aussi se charger dangereusement. Il faut impérativement relier les brides et les mettre à la terre pour des conduites d'un diamètre égal ou supérieur à 50 mm. Souvent, on trouve des vannes à obturateurs sphériques en téflon non conducteur. Il faut alors réaliser une mise à la terre spéciale de ces éléments. Pour des liquides inflammables, les récipients en plastique isolant de plus de 5 litres sont interdits. Seuls des récipients métalliques ainsi que des récipients en plastique conducteur sont autorisés pour des volumes plus grands. Ces derniers sont généralement noirs et désignés. Mais attention, tous les récipients noirs ne sont pas forcément conducteurs. On ne doit pas utiliser de sacs en matière plastique en présence de gaz ou de vapeurs inflammables. Attention, les rouleaux transporteurs conducteurs pour les fûts et récipients doivent être mis à la terre. Dans ce cas, ils sont isolés par les roulements en téflon. Ces containers que l'on nomme RIBC standard ne sont pas adaptés au conditionnement de liquides inflammables. Par contre, ce type de containers spéciaux correctement désignés est autorisé. Les liquides inflammables non homogènes, tels que les suspensions cristallines ou les émulsions, peuvent se charger très fortement. Toutes les opérations d'agitation, filtration-cristallisation, centrifugation et transfert doivent se faire en appareil fermé et sous inertage. Toutes les parties conductrices doivent être mises à la terre. Pour le transport pneumatique de substances pulvérulentes, il faut utiliser des conduites et des tuyaux en matériaux conducteurs et les relier à la terre. Ne pas utiliser des revêtements isolants. Lors de leur manipulation ou fabrication, il faut relier et mettre à la terre tous les éléments conducteurs de l'installation. Récipients, appareils, tamis.
veillez à ce que les couches de peinture n'isolent pas les contacts. Les tuyaux spirales d'aspiration doivent être bien fixés et la spirale métallique doit être mise à la terre. Dans les installations de filtration, les corbeilles métalliques de filtration ne doivent pas être isolées par les manches filtrantes. C'est pourquoi il faut les relier à la terre avec ces tresses en cuivre cousues aux manches. On peut utiliser des sacs en plastique pour des poudres exemptes de solvants. Mais cela n'est plus acceptable en présence d'une atmosphère pouvant contenir des gaz ou des vapeurs inflammables en zone 0 ou 1 par exemple. Dans les zones à risque d'explosion 0, 1 ou 2, ou lorsque l'énergie minimale d'inflammation de la poudre est inférieure à 3 mJ, il faut utiliser des conteneurs ou des big bags conducteurs de type C ou D. Lors des transvasements au remplissage et à la vidange, les conteneurs conducteurs doivent être mis à la terre. Pour ajouter de petites quantités de poudre dans un réacteur inertisé contenant un solvant, il faut introduire le produit par une écluse pour éviter l'entrée d'air. Pour des quantités plus importantes, il faut opérer en système clos en transférant le produit par des systèmes fermés dans des récipients inertisés. Les manipulations de poudre contenant des solvants sont à l'origine de nombreuses et graves explosions. Ces opérations doivent se faire à l'abri de l'air sous atmosphère inerte, ici avec de la neige carbonique et en mesurant l'oxygène résiduel dans le puits de largage et le réacteur. Les opérations d'emballage ou déballage de produits avec des films rétractables ne doivent pas se faire dans des zones à risque d'explosion. Lors du dévidage de rouleaux de papier en imprimerie par exemple ou de films plastiques, lors du passage d'une bande transporteuse sur un galet de renvoi ou sur des rouleaux, il faut prendre des mesures spécifiques car de fortes charges peuvent se former. Il faut donc neutraliser la charge dès sa formation par l'installation d'ionisateurs. C'est un travail de spécialiste. Le risque d'inflammation par des décharges d'électricité statique peut être efficacement réduit par les mesures suivantes. Utiliser des matériaux conducteurs pour les installations et les emballages. Mettre à la terre toutes les parties conductrices des installations et emballages. Assurer la liaison des personnes à la terre par des chaussures et sols conducteurs. Éloigner des zones à risque d'explosion, zones 0 et 1, toutes les surfaces isolantes du type sac, feuille, emballage, récipient et conduite. Maintenir une vitesse d'écoulement peu élevée pour les liquides non conducteurs. Inertiser les récipients et installations lors de la manipulation et la fabrication de suspensions, émulsions, poudres imprégnées de solvants, ainsi que les poudres ou poussières sensibles à l'ignition dont l'énergie minimale d'inflammation est faible. Utiliser des systèmes de transfert clos et inertisés pour les produits en vrac versés dans des récipients ou réacteurs contenant des liquides inflammables ou des mélanges hybrides. Éviter la formation de brouillard et projection par une conception adéquate des tuyaux de transfert.
Informer et former régulièrement les collaborateurs. Intégrer le contrôle des installations dans un plan de maintenance. Éviter les accumulations de poussière. Faire appel à des spécialistes en cas de doute et pour vous aider dans vos analyses de risque. De nombreux documents sont à votre disposition. N'hésitez pas à les consulter, mais surtout à faire appel à des spécialistes pour vous aider dans vos analyses de risque. Nous remercions les entreprises Ciba et Givaudan qui nous ont ouvert leurs portes pour les prises de vue, ainsi que le Dr Martin Glor de l'Institut de sécurité à Bâle qui nous a guidés et conseillés dans la réalisation de ce film. Nous remercions également l'AISS et l'Esquisse pour les documents et informations utilisés dans ce film.